Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bienvenue dans le Magal West, votre rendez-vous quotidien jusqu'à 18h. Aujourd'hui, on vous a préparé une belle émission entre culture, musique et engagement. On commencera avec la météo de ce soir et demain, histoire de savoir si le soleil compte pointer le bout de son nez. Ensuite, cap sur les événements de la semaine à ne pas manquer avec notre agenda culturel. Du côté de la musique, la Ferrarock nous présente son artiste partenaire, c'est Cathédrale, un groupe qui fait vibrer la scène indie rock avec son énergie brute. Puis direction l'université du Havre où s'est tenue une soirée rap dans le cadre du festival Impact. Sarah était sur place, micro en main, pour nous faire revivre l'événement. Enfin, focus sur un sujet essentiel, la précarité des techniciens, techniciennes et intermittents et intermittentes du spectacle. La CIPAH, Coordination des intermittents, intermittentes et précaires autonomes havraises, accompagne celles et ceux qui font vivre la culture dans l'ombre des projecteurs. Nous les recevrons donc en fin d'émission. Mais avant tout ça, place à la météo et à l'actualité locale avec l'opération Port-Mort qui se poursuit. Après la journée pluvieuse d'hier, votre soirée ressemblera-t-elle à celle d'hier ? Eh bien, la réponse est oui. La météo se maintient avec donc des averses et des pluies attendues aujourd'hui. Le soleil devrait se coucher à 18h39. On gagne donc encore 4 minutes de soleil sur notre journée et petit à petit, on grappille un petit peu de soleil sur la fin de journée. Actuellement, la température est de 7 degrés, le ressenti est de 4. Il va pleuvoir dans cet après-midi. Le vent, lui, se maintient tourné vers le nord-ouest, il ne dépasse pas les 19 km/h. En soirée, c'est un ciel dégagé qui est de retour, pas de pluie à l'horizon. La température va se fixer à 7 degrés, le ressenti sera de 4. Le vent, lui, va se calmer, pas plus de 14 km/h, direction nord-nord-ouest. Pour votre journée de demain, c'est le retour d'un ciel mitigé. La température sera quand même un peu plus chaude et le soleil risque d'être de retour. C'est une bonne nouvelle parce que la pluie sera à nouveau parmi nous en fin de soirée, voire dans la nuit. Le soleil se lèvera à 7h44 et se couchera à 18h41. On gagne donc 3 minutes de soleil. Demain matin, le soleil régnera en maître dans le ciel. La température sera tout de même de 4 degrés, assez fraîche, mais le vent ne viendra pas à rafraîchir la journée puisqu'il ne dépassera pas les 6 km/h direction nord-est. L'humidité relative de l'air sera de 82%. Demain après-midi, le ciel sera complètement dégagé, température 8 degrés, ressenti 3 et le vent devrait atteindre en moyenne les 13 km/h direction nord-est. Pour votre soirée, le ciel sera dégagé et sans nuages. La température sera de 7 degrés, ressenti 3. Le vent se tournera vers le nord-nord-est et ne dépassera pas les 19 km/h. Bonne nouvelle donc, le retour tout de même du soleil un petit peu pour votre fin de journée. Du côté actu local, l'opération Port-Mort se poursuit. Face à l'absence de dialogue sur les réformes des retraites, la CGT des ports et des docks durcit le ton. On retrouve tout de suite nos informations locales. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Les actualités locales de ce jeudi 27 février 2025. Opération Port-Mort, la CGT intensifie la grève face à l'immobilisme du gouvernement sur la réforme des retraites. La CGT des ports et docks amplifie son mouvement. Au Havre et à Cherbourg, une opération Port-Mort bloque ce jeudi l'accès aux terminaux. Le MEDEF alerte sur les conséquences économiques et demande une issue rapide au conflit. Un point santé, Édouard Philippe interpellé suite à la fermeture du centre de santé Sagéo au Havre. Celle-ci laisse 10 000 patients sans solution. 3 élus communistes demandent à la communauté urbaine de reprendre l'activité et d'embaucher des praticiens licenciés. Une cellule de crise est réclamée. Le recyclage des prothèses des défunts, un geste solidaire au crématorium du Havre. Les métaux récupérés après crémation sont recyclés et revendus. Les fonds, qui s'élèvent environ à 50 000 € par an, sont reversés à la Fondation Jacques Monod pour financer des projets hospitaliers.
Et une nouvelle association pour les chats errants, les chats libres de Gonfreville-Lorcher, vient d'être créée pour réguler la population de chats errants par la stérilisation et l'identification. Une réunion publique d'information est organisée ce vendredi à la mairie pour sensibiliser et recruter des bénévoles. Et enfin, tolérance zéro à l'US Fécamp. Après des affrontements entre supporters lors d'un match de Régional 2, le club de football de Fécamp prend des mesures. Sensibilisation, sécurisation des tribunes et réflexion sur des sanctions sont à l'ordre du jour pour prévenir de nouveaux débordements. Voilà pour les actualités du jeudi 27 février 2025. Tout de suite, place à l'actualité nationale. Bonsoir à tous. La Réunion placée en vigilance rouge en prévision du passage du cyclone tropical Garance, un phénomène qualifié de dangereux par Météo France. Cette alerte rouge ordonne le confinement de la population à l'exception des forces de l'ordre et des services de secours. Des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 200 km/h sont attendues. La nuit prochaine, le cyclone devrait passer à moins de 50 km des terres. À peine commencé, le conclave sur les retraites a déjà du plomb dans l'aile. Force ouvrière claque la porte des négociations, critiquant la méthode et dénonçant une mascarade. Syndicats et patronats doivent se retrouver chaque semaine jusqu'à fin mai pour tenter de trouver un accord sur une réforme. Les syndicats demandent toujours de revenir sur l'âge de départ à 64 ans. La justice met à l'arrêt le chantier controversé de l'A69 entre Toulouse et Castres. Le tribunal administratif de Toulouse estime que cette autoroute ne répond à aucune raison impérative justifiant de porter atteinte à l'environnement. L'État va faire appel de cette décision de justice. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, dénonce une situation ubuesque. Il déplore un chantier avancé aux 2/3, arrêté du jour au lendemain. Après plusieurs semaines de flambée, l'épidémie de grippe recule en France, en particulier chez les enfants. Mais l'activité grippale reste soutenue avec toutes les régions encore en épidémie. Cette année, la grippe a été virulente et s'est montrée particulièrement meurtrière chez les plus âgés. La faute à plusieurs souches du virus. Donald Trump annonce 10% de droits de douane supplémentaires sur les produits chinois à partir du 4 mars. C'est aussi à cette date que les surtaxes visant le Canada et le Mexique entreront en vigueur. Le président américain accuse ces trois pays de favoriser l'entrée de la drogue fentanyl aux États-Unis. Et puis en foot, quelles affiches pour les demi-finales de la Coupe de France? Le tirage au sort aura lieu ce soir. Cannes, club de National 2, est le petit poussé de la compétition. Dunkerque, club de Ligue 2, est encore en lice, tout comme les deux derniers clubs de Ligue 1, le PSG et Reims. Les demi-finales se joueront les 1er et 2 avril. Voilà pour l'info, excellente fin d'après-midi. Cette semaine, il y a de quoi faire après les vacances, peut-être le retour au travail et pourtant, sur Le Havre, il se passe plein de choses. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. J'ai sélectionné pour vous plusieurs événements qui se déroulent ce soir et à ne surtout pas rater. Tout d'abord, un concert au Tetris avec Bébé Jacques. De sa direction artistique et à ses producteurs, Bébé Jacques est devenu, en à peine 4 ans, l'archétype de l'artiste indépendant avec un flow rappelant tour à tour Laylo et les débuts d'Oxmo. Le rappeur développe un style unique. Il balance des rimes là où on ne les attend pas, créant une musique aussi déconcertante qu'enivrante. Ce concert, c'est ce soir au Tetris et le tarif est de 24 €. Vous pouvez encore prendre votre place. J'ai sélectionné aussi du théâtre avec Un fils à la patte. Comment faire quand on a 50 ans, on souhaite retrouver son intimité, sa tranquillité, alors que son fils de 35 ans refuse de quitter le cocon familial? C'est la question que se pose Magali, dont l'adolescent de 35 ans ne semble pas pressé de gagner son indépendance. Venez partager le quotidien de Magali et Stéphane et découvrir pourquoi à 35 ans, un enfant, c'est bien quand c'est loin. Ce spectacle est proposé ce soir, mais aussi demain et samedi à 20h30 et dimanche à 15h à la Comédie du Havre, 108 rue du Maréchal Joffre. Le tarif est de 18,99 € et 24,99 €. Vous pouvez encore réserver pour ce soir et les prochaines représentations au 07 66 55 63 14. Stories, la dernière tournée. Entre tradition et modernité, Stories donne aux claquettes une impulsion nouvelle. Ce spectacle est présenté ce soir au Carré des Docks à 20h. Le tarif est fixé à 34, 44 et 54 €. Venez découvrir directement les influences des claquettes, mais aussi un jeune acteur dont les films connaissent un franc succès et qui, dans l'ombre, suit l'ascendance oppressante de son réalisateur. Après une dispute avec ce dernier, le jeune homme se retrouve prisonnier du film qui le lie au cinéaste.
Fest. C'est ce soir au Carré des Docks. À vous de choisir donc dans tous ces événements et à aller piocher ce que vous souhaitez faire. On passe maintenant à notre découverte Ferrarock. La Fédération des radios associatives de musique actuelle nous propose chaque semaine une découverte. Et cette fois-ci, c'est Poison, un nouvel album de Cathédrale. Westrack et la Fédération des radios associatives musiques actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Cathédrale sort un nouvel album, Poison, sorti le 14 février 2025 chez Howlin' Banana Records, album à la fois punk et rock, partenaire cette semaine avec la Ferrarock jusqu'au 2 mars prochain. 5e coup de cloche pour Cathédrale. Cela fait bientôt 10 ans que sont parus les tout premières démos de Cathédrale. Depuis, la formation toulousaine a sorti 4 albums, salués par la presse et a tourné aux 4 coins de l'Europe et s'est définitivement installé comme une figure incontournable de la scène indépendante en France. De ses débuts, Cathédrale a consacré l'urgence intacte pour l'enregistrement de Poison, son 5e album. Le groupe se tourne vers Mathieu Versini pour l'enregistrement de son 5e album, Poison. Le groupe se tourne vers Mathieu Versini, ami d'enfance de Jules Maison, côtoyé au sein du groupe Departure Kids. Les titres sont enregistrés live en quelques prises. Tout doit pouvoir être reproduit sur scène, où le groupe repasse de 5 à 4 membres pour retrouver l'approche plus concise et directe de ses débuts. Un penchant plus sombre se manifeste autant dans l'approche du son que dans les thèmes abordés par le groupe. Le groupe convoque des figures de Baudelaire, Marie Curie, Circé ou des cavaliers de l'Apocalypse dans des textes bien plus intimes que dans le passé qui font de Poison leur disque le plus personnel à ce jour. The earth will continue to roll and keep letting the sun a chance to rise each day to set. It lights a new candle to burn. We
Ce 5e album de Cathédrale laisse entrevoir un groupe en pleine possession de ses moyens. Poison est paru le 14 février 2025 chez Howlin' Banana Records et Regards, album punk et rock mis en valeur cette semaine par la Ferrarock jusqu'au 2 mars prochain. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Si vous aimez les guitares nerveuses et l'ambiance post-punk, alors peut-être Cathédrale est faite pour vous avec son nouvel album Poison. Vous pouvez le découvrir sur le site de la Ferrarock. Ce groupe toulousain, en partenariat donc cette semaine, dévoile un nouvel album qui sent bon les influences britanniques et l'énergie brute. On a écouté 2 titres de cet album et je vous invite à le découvrir en entier. On va parler musique encore. Après ce bon son, direction l'Université du Havre où le festival Impact a mis à l'honneur la scène rap locale. Sarah s'est immergée dans cette soirée rythmée entre performances live et échanges avec les artistes. On écoute ensemble ce reportage avant de recevoir notre invité qui parlera lui aussi de musique, mais cette fois-ci du côté de l'ombre avec la précarité des techniciens et techniciennes intermittents du spectacle, une association qui met en action et en valeur ces métiers. Légende depuis la PSP. Ouais. Hugo c'est terrifiant. Hugo c'est terrifiant. Non. Qu'est-ce qui vous fait peur? La mauvaise foi, le fascisme, sous toutes ses formes, le totalitarisme. Le monde est méchant. Hello, c'est Sarah sur Westrack et on se retrouve aujourd'hui pour la 3e édition du festival Impact organisé par l'Université Le Havre-Normandie, le festival de culture urbaine qui se déroulera en 3 rendez-vous pour questionner et découvrir les cultures urbaines, notamment le rap. On se retrouve ce soir à la maison de l'étudiant pour la soirée Rap en clip où une sélection de clips sera présentée pour rendre compte de la réalisation diverse et riche du clip de rap. Une soirée animée par Théodore Cohen, cofondateur de Newton, plateforme de découverte dédiée au hip-hop francophone, et Lombo Tessino, programmatrice et cofondatrice du festival de clips Théma. Des animateurs qui ont accepté de répondre à quelques-unes de mes questions. On va parler clip ce soir. Alors parfois le clip est vu comme un outil marketing au service de l'industrie musicale, une simple promo, mais on va voir ensemble qu'il est une forme d'art à part entière, puisque aujourd'hui vous allez nous présenter une sélection de clips de rap. Alors pour entrer en matière, qu'est-ce que vous allez nous présenter ce soir ? On a choisi comme titre Le monde est méchant. Du coup, ce qui nous intéressait, c'était des clips engagés ou avec un message vraiment à part et qui sortent du lot. Quels critères ont guidé la sélection des clips de ce soir ? Je pense qu'il y avait 2 critères principaux, on va dire 3. Premièrement, choisir des clips de rap, mais intégrer quand même une certaine variété dans les esthétiques musicales. Ensuite, il y avait ce critère du message qu'on voulait passer avec cette thématique de Le monde est méchant. On avait envie d'avoir des clips qui soit dénoncer quelque chose sur la violence du monde actuel, soit aller proposer une réalité alternative, un peu comme pour s'en échapper. Donc on voulait un petit peu avoir ces deux versants-là et c'était un gros critère. 3e critère, c'était vraiment juste l'esthétique du clip, la technique qui était utilisée, donc vraiment purement sur la réalisation, apporter vraiment quelque chose d'intéressant à regarder sur un grand écran. Dernier critère, en vrai, c'était la parité tout simplement. Justement, j'allais venir, il y a des thèmes particuliers que vous souhaitez aborder à travers ces vidéos ? Je sais pas si on a cherché des thèmes, en fait on a plus regardé ce qui se faisait. L'un des critères aussi c'était que ça soit pas des clips trop anciens, que ça soit des clips qui soient sortis plutôt l'année dernière ou il y a 2 ans, et de voir de quoi ils parlent en fait les rappeurs en ce moment. C'est quoi les préoccupations de ces personnes qui pour beaucoup sont très jeunes, et de nous après analyser tout ça avec le public et pouvoir en discuter surtout. On a aussi une forme de révolte puisque le rap ça a souvent été un cri de révolte et par extension les clips aussi. Quel est selon vous l'impact des clips de rap sur la jeunesse aujourd'hui ? Ça dépend de quel clip de rap. Un clip de rap qui est disons vraiment juste un outil marketing, etc. Je suis pas sûr qu'il puisse avoir un impact autre que porter la visibilité de l'artiste. Effectivement, les clips que nous on a sélectionnés, je pense qu'il y en a certains qui ont eu un impact qui peut être tout simplement esthétique, un impact qui peut être aussi, qui peut relever du progrès technique. On a un clip de Luther dans la sélection qui a été entièrement généré avec de l'intelligence artificielle. Enfin, pas entièrement. On précisera justement pendant la sélection. Mais du coup, pour t'en dire un mot, ça a été, il y a 10 000 images qui ont été générées par intelligence artificielle, 3000 vidéos, mais il y a aussi eu de la création 3D, etc. Bref, il y a un collage de différentes techniques et en fait, ça raconte ça aussi quelque part. Enfin, c'est aussi cet impact-là que ça a de faire avancer un peu la technique sur la vidéo. Et ensuite, en termes d'impact
impact plus social, sociétal. Quand t'as un Nino qui est genre un des top rappeurs en France qui fait un clip comme celui qu'on va montrer, qui vraiment présente les violences policières, en fait ça a un impact aussi simple que de rappeler aux gens qui l'écoutent, qui sont nombreux, qui sont jeunes, que ça existe, que c'est problématique, que c'est violent, et qu'il faut pas l'oublier, quoi. Donc ça peut être sur cette thématique là, ça peut être sur la thématique des violences sexistes et sexuelles. Il y a des clips de jeunes qui vont dénoncer ça, des fois ça va être même sur l'écologie, etc. Donc oui, ça a un impact, que ce soit des fois c'est conscient, des fois c'est moins conscient. Des fois c'est un impact aussi purement artistique, émotionnel, de voilà, j'ai pris une petite claque, ce clip il m'a rappelé ceci dans mon enfance ou dans mon intime, etc. Donc des fois c'est très personnel aussi l'impact que ça peut avoir. Et je pense qu'il y a une question de représentation qui est chouette. Je sais pas, là on va projeter des clips, un clip de Théodora qui a, je trouve, une esthétique hyper années 2000, enfin elle parle à l'enfance de beaucoup de gens qui regardaient des clips sur W9, tu vois. Et je sais pas, quand on parlait pareil des violences policières, que ça soit pas les journaux télé ou un film fait par un réalisateur par exemple blanc de 40 ans qui s'intéresse à cette question, mais que ça soit une personne plus concernée qui parle surtout du sujet depuis plus longtemps, ça c'est vraiment important. Est-ce qu'on pourrait pousser l'idée un petit peu plus loin et aller jusqu'à dire que parfois un clip peut rendre une chanson plus puissante que la musique elle-même ? Je sais pas si on peut vraiment dire ça. Après, c'est un objet d'art à part entière, le clip. Ça devient comme un petit court-métrage. Donc, est-ce que ça magnifie pas la musique ? Tu vois, ça la met en valeur. Mais non, pour moi, ce qui est plus important, c'est la réception. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui vont se fédérer autour du clip ? Est-ce que du coup, il va circuler, qu'on va plus avoir de visibilité sur l'artiste ? Est-ce qu'il y a des gens qui vont, je sais pas, je pense au clip de Ziak, qui avait beaucoup tourné à un moment à Kimbo, où il y avait vraiment une petite commu autour de ça. Du coup, c'était pas que le son, mais c'était vraiment l'alliance musique-image toute bête, mais qui avait un impact hyper puissant. Ouais, moi j'arrive pas à trouver forcément un exemple qui me vient, mais pour autant ça, je sais que ça m'est arrivé de visionner un clip et de donner une nouvelle lecture au morceau, et en vrai je trouve ça cool. Même en vrai j'arrive pas à avoir un exemple pertinent qui me vienne en tête, c'est un peu dommage, mais si, je pense qu'on peut donner une nouvelle lecture. Si par exemple, voilà, il y a un artiste qui s'appelle Le Monde Dao qui a fait un morceau qui s'appelle Tournure, qui n'a rien vraiment à voir avec la vie dans la rue ou avec des thématiques sociales, sociétales. Et pour autant, le clip qu'ils ont proposé, c'est un clip où l'artiste se met dans la peau d'un SDF et où en fait on voit la réaction des gens, comment elle change en fonction de la manière dont il est habillé, de la manière dont il se mouvoie, le fait qu'il ait une bouteille dans la main, etc. Les gens le fuient. Et donc c'est pas du tout un truc qui est présent dans le morceau, mais pourtant c'est un truc qui vient créer un propos artistique à partir de ce morceau-là, et le morceau vient juste servir de bande-son au clip pour le coup, tu vois. Donc si l'artiste a envie, je pense qu'il peut vraiment raconter autre chose que ce qu'il y a dans le morceau. Et pareil, des artistes de musique électronique ou tu vois, là le rap, il y a vraiment des paroles, donc c'est facile de faire coller l'histoire du clip à l'histoire du morceau, mais il n'y a pas des clips que dans le rap. Et dans les musiques électroniques ou dans les musiques sans texte, là pour le coup le clip peut vraiment rajouter quelque chose, quoi. Ouais, ça m'a fait penser au clip Queen de The Blaze, je sais pas si tu l'as vu. Il est incroyable, c'est un clip vraiment, ça fait pleurer toutes les larmes de ton corps à la fin, et c'est vrai que c'est détaché de la musique, mais pour moi c'est vraiment l'objet qui est produit à la fin, comme si les images venaient rencontrer la musique, mais sans forcément les illustrer. Ouais, je pense que tu as tout à fait raison là-dessus. Donc pour vous, est-ce qu'un clip peut à lui seul faire connaître un artiste, même si sa chanson elle n'était pas un énorme succès ? À mon avis, si la chanson n'est pas un succès, dans le sens où si la chanson n'est pas bonne, ça va être compliqué. Tu peux avoir un clip incroyable, si le morceau fonctionne pas, déjà, ouais, je pense qu'il ira pas très loin, le clip. En revanche, un morceau qui fonctionne bien peut avoir, ou un morceau qui est dans un album, qui est un peu oublié, etc., peut être sorti 2 mois après la sortie de l'album pour relancer. Et là, on a un enjeu non seulement marketing, mais aussi une nouvelle vie pour justement, qu'est-ce qu'on raconte avec ce morceau. Des fois, c'est justement le morceau peut-être le plus intime de l'album, qui est pas forcément genre le single, le banger qu'on a envie de mettre en avant pour la promo de l'album, mais qui vient en fait relancer le truc et ouais, redonner de l'importance au morceau, parce que des fois il y a des gens qui n'écoutent que les singles et n'écoutent pas les albums en entier, donc là ça vient le relancer, et voilà, quoi.
Ouais, moi je pense que c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui qu'un clip puisse faire exploser un artiste alors qu'on connaissait pas trop sa musique avant. J'ai l'impression qu'on travaille tellement l'identité visuelle aujourd'hui, une patte vraiment l'identité de l'artiste, que c'est moins le cas, alors que un Just Dance de Lady Gaga là, au moment où le clip explose dans les années 2000, ça l'a fait décoller parce que c'est un geste qui est tellement irrévérencieux, qui est tellement spécial que là oui. Et le clip il a une importance différente à ce moment-là. Mais aujourd'hui non, c'est un peu différent. J'ai l'impression, un peu malheureusement, et je pense pas que ça veut dire que le clip ne peut plus faire ça, mais qu'aujourd'hui ce qui fait péter un artiste, ça va être des trucs un peu plus courts qu'on peut voir par exemple sur TikTok, et là on a vraiment des gros trucs qui booment. Tu vois, par exemple le dernier truc en date qui a vraiment boomé, ça va être Congolais sous BBL de Théodora. C'est pas le clip qui fait qu'il fonctionne, le clip il est sympa, il est mignon, mais c'est du lifestyle, c'est une petite teuf, c'est cool, mais vraiment pour le coup c'est un objet marketing, voilà. Mais c'est tout le reste qu'il y a eu autour, toute la communication, tout le marketing qu'il y a eu autour qui fait que ça, et évidemment la puissance du morceau lui-même qui fait que c'est viral derrière. Justement, je vais y venir juste après avec les nouveaux formats de clips. Je reviens un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. On parlait de l'impact sur la jeunesse et il est important de rappeler que le public de ce soir, ça sera en partie des étudiants. Alors comment les clips présentés lors de cette édition peuvent ouvrir un dialogue sur les enjeux du monde actuel ? Comme on disait, on s'est penché sur des clips qui sont actuels, donc des clips qui ont été faits par des personnes maintenant, qui abordent des sujets qui sont dans l'actualité. Quand on parle des violences policières, c'est pas anodin. On a Ziné qui présente un clip où elle fait référence de manière assez subtile à des problèmes d'endométriose. Donc, et ça, c'est des sujets que nous, on va aborder pendant la séance et qu'on va essayer de creuser un peu. Donc je pense pour ça déjà. C'est une sélection qui a été pensée en fait en ayant tous ces enjeux en tête. Ouais, je défends encore une fois mon feuille shit clop de Sean, qui pour le coup c'est un clip qui est vraiment une fresque de l'année 2024 ou 2023 de ce qui s'est passé en termes d'absurdité et de violence du monde. Donc ouais, tous les clips ont été choisis un petit peu comme ça. Alors celui-là est particulièrement sombre dans ce qu'il montre, mais ça a été pensé comme ça, et on introduit en faisant le parallèle un peu entre 1995 NTM, qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu, où c'est vraiment genre c'est une incitation à l'action, à la révolte, et là notre thématique c'est vraiment le monde des méchants, qui est plus un constat un peu de spectateur de ouais bon bah c'est comme ça quoi, le monde est méchant, mais on va pas se faire chier à foutre le feu ou je sais pas quoi, c'est comme ça, c'est une réalité. Il y a un peu d'impuissance. Impuissance, je sais pas, parce qu'au final, le fait de s'exprimer à travers l'art, c'est aussi justement se réapproprier cette violence-là, créer des réalités alternatives qu'on montre dans certains clips. Théodora qui apparaît, comme tu vois, Lou, elle fait la comparaison avec un film dont j'ai plus le nom, c'est à l'attaque de la femme de 50 pieds. Et donc on a ce truc-là où elle reprend possession du territoire, du monde, etc. Donc c'est comment ces artistes-là ils se créent des réalités alternatives par rapport à ce monde-là. Donc ouais, il y a quand même quelque chose d'autre. En fait là c'est intéressant parce qu'on a vécu une période super particulière politiquement cette année avec les législatives par exemple, et on en parlait avec Théodore en préparant la sélection de est-ce que les rappeurs ont pris la parole ou pas. Le fait est que oui et non. Par exemple, on a l'album de SDM où il fait des références au Rassemblement National en disant c'est pas possible que ça se passe comme ça aujourd'hui, et en même temps la plupart des rappeurs sont restés silencieux ou ont pris du temps pour répondre. Il y a la question de la pression du public qui a été mise sur les célébrités entre guillemets, tu vois, pour qu'ils prennent la parole aussi pendant cette période. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une mise en retrait ces dernières années. Il y a moins envie d'aborder certains sujets politiques, et c'est une question qu'on se pose de pourquoi on est dans cet état-là, quoi. Et effectivement, dans cette discussion, on a remarqué que ça revenait très timidement. Ça reste, ça revient, mais ça reste des banalités. Genre là, j'entends beaucoup dans des morceaux fuck un facho, etc. Alors très bien, c'est cool à entendre, mais il n'y a pas entre guillemets, il n'y a pas de recherche. On n'apprend rien quand on entend ça. Donc est-ce que ça éduque le public à réfléchir à pourquoi fuck un facho, etc. Alors, je dis pas qu'ils doivent faire des cours d'histoire ou quoi, mais ça reste un petit peu timide en termes de transmission, mais ça revient malgré tout à voir si le rap reste la musique la plus pertinente comme ça l'a été par le passé pour faire cette dénonciation là, quoi. On peut noter quand même, je viens d'y penser, que sur le festival, l'espèce de festival qui avait organisé Street Press pour l'entre-deux tours, il y a le Grunt qui était venu. Pour vous, c'est important que l'artiste ait un avis politique vis-à-vis de son public?
pour moi c'est important. Mais c'est pas essentiel et c'est très personnel en fait. Chacun écoute de la musique pour les raisons qu'il veut. Je pense qu'il y a eu des périodes dans ma vie où c'était moins important que ça l'est maintenant. Je pense que le contexte actuel fait que j'ai besoin d'écouter des trucs qui me réveillent un peu et pas des trucs qui m'endorment. Et du coup, je suis de plus en plus, entre guillemets, aigri ou exigeant envers ce que j'écoute ou justement ce que je n'écoute pas. Donc ouais, c'est important, mais la musique n'est pas toujours un moyen de revendiquer, etc. Des fois, c'est juste un moyen d'expier. Après, on peut faire les deux en même temps et ça, c'est génial. Donc ouais, en vrai c'est important et c'est d'autant plus important que c'est possible de faire de la bonne musique qui raconte quelque chose et qui galvanise les foules. C'est possible, il y a des artistes qui l'ont fait, donc il n'y a pas de raison de pas le faire. Après je te mentirais si je te dirais que 100% des chansons que j'écoute genre sont hyper hyper réfléchies, machin. Des fois t'as juste envie de légèreté quoi. Ouais, et c'est bien aussi, c'est à ça que la sélection d'ailleurs elle raconte ça aussi, de genre c'est bien de dénoncer, c'est bien de se réveiller machin, mais c'est bien aussi de s'échapper. Et des fois pour s'échapper, bah voilà, on écoute des trucs qui sont un petit peu plus vides mais qui sont agréables. Moi, je suis complètement d'accord et ouais, pour moi, c'est plus une question de juste milieu. C'est-à-dire que si majoritairement, on a des artistes qui ne parlent que soit d'eux, soit de leur musique, qui ne commentent rien de l'état du monde, bah c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que voilà, il faut un juste milieu. Il faut à la fois des choses pour s'évader et à la fois, surtout en ce moment, c'est important, je pense, d'entendre certains messages politiques ou d'interroger la situation. Et quand on se retrouve dans des périodes où majoritairement c'est plus de la pop ou des choses un peu détachées, un peu hors sol, bah ça manque un peu plus de politique dans la musique. C'est une question d'équilibre. Alors je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. On parlait de problématiques, les violences policières. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une autre problématique, c'est la perception du rap, qui est parfois et bien trop souvent péjorative. Alors la grande force du festival Impact, c'est de le mettre à l'honneur. Selon vous, comment cette forme d'art qui est souvent critiquée, parfois même jugée comme moins élitiste, peut trouver sa place dans un cadre académique ? J'ai envie de dire, en vrai, la question elle se pose même pas. C'est qui veut ne pas avoir la profondeur ou le message du rap ne le verra pas, et qui veut le voir le verra. Donc c'est ok. Je pense que toutes les musiques un peu disruptives ou subversives ou jeunes ont eu ce moment-là d'incompréhension parce que les médias ou les personnes les plus entendues sont généralement peut-être un peu plus âgées que la cible de ces musiques-là. Donc ça fait ça. Je pense qu'on a fait du progrès quand même. D'une part parce que les personnes qui ont la parole ont vieilli et que le rap, voilà, ça existe maintenant depuis un petit moment. Le mouvement hip-hop a fêté ses 50 ans il y a quelques années. Donc c'est rentré dans le patrimoine culturel national, même si ça pose encore souci à certaines personnes. Mais on a fait des progrès. Et la première raison du coup, c'est que les jeunes qui ont grandi avec le rap ont vieilli et ont maintenant la parole. La deuxième raison, c'est aussi que le rap s'est lissé. Ça c'est une vérité. À mesure qu'il est devenu mainstream, il s'est lissé. Les labels ont un peu plus la main mise aussi dessus. C'est pas pour les diaboliser ou quoi, mais le fait est que quand les rappeurs s'en foutaient, ne pensaient pas pouvoir faire de l'argent avec le rap, peut-être qu'ils avaient la parole un petit peu plus libre aussi. Aujourd'hui, il y a plein d'artistes qui se lancent dans le rap, dans la musique de manière générale, mais là on parle de rap, en se disant je vais faire de l'argent. Et donc pour faire de l'argent dans la musique, il faut signer un label. Là actuellement, les labels ils signent des gens qui font de la mélo, des bonnes top lines, qui font des paroles un petit peu comme ci comme ça. Et donc en fait on se crée un moule, on rentre dans le système sans forcément réfléchir à est-ce qu'on rentre dans le système ou pas, tu vois. Mais de fait on y rentre, et donc il y a ces deux raisons pour lesquelles on a fait ce entre guillemets progrès. Il y a cette phrase qu'on dit souvent en ce moment, genre le rap a gagné, et il y a Mehdi Maizi qui sort un livre là prochainement, ou qui est déjà sorti, qui s'appelle Le rap a gagné, mais à quel prix? Et c'est un petit peu ça, le prix c'est ok, le rap a gagné, tout le monde en écoute, tout le monde le connaît, et on a arrêté de le voir comme une sous-culture, mais en fait il s'est aussi vraiment lissé, et le rap tel qu'il était auparavant est toujours une sous-culture entre guillemets actuellement. Dès que ça parle, dès que ça dérange, etc., ça restera là. Mais dès que c'est du rap mainstream que tout le monde peut écouter, les familles, les enfants, les machins, voilà, ça pose plus problème parce qu'en fait c'est de la pop. Donc voilà, je crois que j'ai un peu divagué et en même temps répondu plus ou moins à ta question. Je sais pas si Lou tu voulais rajouter quelque chose. Il y a beaucoup de choses à dire et je peux en parler pendant 1 heure, mais voilà, je crois que j'ai posé 2-3 bases. Non, moi je suis d'accord avec Théodore. En fait, juste c'est la musique numéro 1 en France maintenant, le rap.
Donc faut peut-être se mettre à la page, j'ai l'impression que de plus de gens le font. Donc c'est cool. On va parler de l'évolution du rap. Donc le rap il évolue et il va continuer de le faire. Au-delà du clip qui va de pair avec, bien sûr, on va conclure un peu. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de la scène rap aujourd'hui ? C'est une vaste question encore une fois, donc je vais essayer d'être un petit peu plus concis. D'un côté, le positif, c'est toujours hyper créatif. Le rap a toujours brillé par sa créativité, par sa capacité à aller piocher dans d'autres mouvements musicaux, que ce soit l'électro, que ce soit actuellement peut-être un peu plus aussi la pop, le jazz, le rock, vraiment tous les genres musicaux. Le rap s'en est inspiré et a réussi à en faire quelque chose de nouveau, d'actuel. Et ça c'est incroyable et ça continue. Là on va beaucoup piocher dans les sonorités dance, dans les sonorités rock, dans d'autres sonorités rock qu'on n'avait pas vu jusqu'ici. Je pense au rock vraiment industriel, où là on a par exemple Irko et Amné. Bon bref, là je divague clairement, mais bref on continue à avoir cette hyper créativité là dans le rap, mais qui est contrebalancée par une quantité d'artistes qui est genre faramineuse et qui fait que dès qu'il y a un artiste qui crée un mouvement musical qui fonctionne, par exemple Laylo, par exemple PNL, par exemple voilà, dès qu'il y a un artiste qui sort un petit peu du lot, on a genre 100 200, 500 copies d'artistes jeunes qui font exactement la même chose et tu te dis ok, ça c'est du Luther, ça c'est du Laylo, ça c'est du Niska, etc. Et en fait du coup dans cette hyper créativité là qui est un peu l'apanage des artistes qui arrivent à grossir, on a en fait en dessous plein d'artistes qui font de la copie et ça c'est un peu moins intéressant. Ça n'empêche pas certains artistes dans ces mouvances là d'être intéressants, pertinents musicalement, etc. Mais eux on peut moins les qualifier de créatifs. Donc voilà, il y a ces deux versants là. Je sais pas si Lou tu veux ajouter quelque chose. Ouais, moi ça serait moins une projection parce que je suis pas devin sur l'avenir du rap français, mais un souhait, c'est que la place des artistes féminines dans le rap qui a beaucoup progressé et qui est beaucoup mieux considérée et comprise aujourd'hui continue sur cette lancée, qu'on parle mieux des rappeuses, qu'on regarde plus leur travail, qu'on le mette plus en avant. Moi c'est ce que j'aimerais voir pour demain. C'est le mot de la fin. Merci Théodore, merci Lou. On espère que cette 3e édition du festival sera un succès. C'était Sarah. Merci d'avoir écouté Westrack Radio. Merci à toi. Merci beaucoup. Le monde est méchant. Une nuit d'extrême violence après Nanterre, de nombreux quartiers partout en France se sont embrasés suite à la mort du jeune Naël. Le fils aîné d'Éric Zemmour est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire depuis hier. Une liste de noms liés à Jeffrey Epstein a été publiée par un tribunal américain. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Qu'est-ce qu'il y a après la privation? La révolte, c'est la parabole du peuple du peuple. Reportage signé Sarah sur Westrack Radio. Il est 17h38 et c'est l'heure de l'invité du jour sur Westrack Radio. On va parler intermittence du spectacle avec Vassili et Iliok, membres du CIPA, la coordination des intermittents et intermittentes et précaires autonomes du Havre, une association qui joue un rôle clé dans l'information et l'entraide des artistes, techniciens, techniciennes qui travaillent notamment dans le milieu de la culture. Ensemble, on va explorer les spécificités de cette structure, mais aussi les combats qu'elle mène et les enjeux actuels pour la culture. Bonsoir à vous deux, Vassili et Iliok, bienvenue sur Westrack. Bonsoir. Pour commencer, je vous propose de parler un petit peu de cette association. Elle est née en automne 2023 et elle s'inscrit dans un contexte de mobilisation et de solidarité des intermittents et intermittentes. Est-ce que vous pouvez nous présenter les origines, les ambitions et surtout les missions de cette association ? On s'est créé donc sur le modèle des CIP. Les CIP, c'est un modèle qui existe dans d'autres villes depuis 2003. En 2003, il y a eu une réforme de l'intermittence du spectacle qui a mené à un mouvement social qui a débouché sur la création donc, de ces coordinations d'intermittents et précaires. Donc il y en a dans d'autres villes et on n'en avait pas au Havre. Donc on a eu cette envie d'en avoir une chez nous pour qu'on soit en capacité de se rencontrer, de se parler, parce qu'il y a beaucoup de structures, donc il y a beaucoup d'intermittents. Il y a des intermittents qui se croisent jamais parce qu'on travaille pas forcément dans les mêmes lieux. Et donc c'est aussi l'occasion d'avoir un endroit où on peut discuter de nos conditions de travail, des différents espaces où on travaille, des difficultés des uns et des autres, que ce soit pour les techniciens ou les artistes qui sont assujettis à ce régime d'intermittence du spectacle.
Et puis c'est venu d'un constat en fait assez flagrant, c'est qu'on n'arrivait à se réunir que quand il y avait un mouvement social, les retraites, ce genre de sujet-là. Mais en fait, on voulait une récurrence en fait de rencontres et de possibilités de discussion et d'organisation. Et en fait, chose que par exemple les salariés, on pourrait dire normaux, ont, c'est-à-dire une organisation syndicale, avec des délégués syndicaux. Par exemple, dans la culture, ceux qui sont pas intermittents, ils ont des délégués syndicaux. Nous, en fait, si on est embauché dans un lieu, on a effectivement un délégué syndical disponible, mais il sera pas à même de nous aider dans l'autre lieu. Et du coup, il nous fallait une cohésion. Quelque chose de plus global pour pouvoir s'organiser avec notre condition d'intermittent. D'ailleurs, vous précisez que vous n'êtes pas un syndicat. Justement, elle est où la limite entre l'association, le syndicat ? Comment est-ce que vous jaugez ça ? On n'a pas on peut pas être un syndicat parce qu'on va pas, on n'est pas attaché à une entreprise en particulier. On a une association où on va pouvoir se réunir et discuter de nos problématiques, mais on n'a pas un engagement syndical à proprement parler. Après, la frontière, elle est peut-être assez maigre, mais on va pouvoir travailler avec des syndicats, justement, avec les représentants syndicaux des structures où on travaille. Quand on rencontre des problèmes, justement, avec certaines structures, on va pouvoir se tourner aussi vers ces syndicats. Mais c'est vrai que, historiquement, les syndicats peuvent pas représenter les intermittents du spectacle parce qu'on bouge tout le temps et que, on peut pas... on n'est pas affilié à un endroit comme le sont traditionnellement les salariés, mais c'est vrai qu'on reste quand même salarié, donc on est obligé d'avoir des liens avec les syndicats, mais on n'en est pas un à proprement parler, quoi. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est le statut d'intermittent du spectacle, pour celles et ceux qui ne connaissent peut-être pas cette particularité ? Alors le statut d'intermittent, c'est en fait, comment expliquer ? C'est un régime en fait pas Pôle emploi mais France Travail maintenant. C'est un régime d'assurance chômage. En fait, ça correspond aux annexes 8 et 10 du Code du travail. Il y a on pourrait dire simplement une liste de métiers qui correspondent qui peuvent faire amener à être intermittent en fait. On a 507 heures à faire dans l'année. Il faut qu'on justifie de 507 heures d'embauche selon donc une liste de métiers. C'est les nomenclatures d'activités françaises, c'est des grands trucs à rallonge. Et ça couvre un certain nombre de métiers, tous les métiers de la technique dans les arts vivants, tous les métiers artistiques dans les arts vivants. Ça couvre les métiers de la télé, de la radio, du cinéma, du théâtre, du cirque, de la danse, etc. Et donc, quand on travaille soit comme artiste ou comme intermittent, ou comme technicien, on va avoir des contrats de travail. Donc, on va travailler 10, 12 heures de manière aléatoire dans le mois. Et sur l'année, il faut qu'on justifie de 507 heures de travail. À partir du moment où on peut justifier de ces 507 heures, on a droit à une assurance chômage qui est spécifique à notre métier. Donc, c'est pas un statut, c'est vraiment un régime d'assurance chômage spécifique pour les travailleurs de la culture. Donc, on cotise plus que les personnes qui cotisent au régime général. Mais l'idée, c'est que ça vient lisser un peu nos salaires et sur des mois où on va pas travailler ou peu travailler, on va avoir une allocation journalière à chaque fois qu'on travaille pas. Et donc ça nous permet vraiment de jongler entre des périodes d'embauche et des périodes où on travaille pas, parce que on est dans un secteur où on va avoir des semaines où on est surchargé, où on va beaucoup bosser, et puis 2 semaines où on n'a rien du tout. Et donc on est pour avoir un salaire un peu qui soit constant, on a ce régime qui a été mis en place dans les années 70, qui est une erreur en fait de signature, c'est-à-dire qu'ils ont signé trop vite les papiers de l'UNEDIC. C'est Chirac qui a signé trop vite à l'époque, qui était ministre de je sais plus quoi, et qui a signé trop vite ces documents. Donc on se retrouve avec ce régime qui ressemble à pas grand chose d'autre, qui est pas un salaire continu, qui est une assurance chômage, mais qui fonctionne pas comme celle que la plupart des gens connaissent. Mais on dépend de Pôle emploi, et donc
on est souvent, enfin France Travail maintenant. Et il y a quelque chose à rappeler aussi qui est important pour les gens qui ne connaissent pas, c'est que ce régime, du coup, et la caisse de ce régime n'est pas déficitaire. Voilà, c'est important à savoir. Et quelle action vous menez concrètement justement sur le terrain pour améliorer le quotidien des intermittents et intermittentes du spectacle qui sont, on peut le dire, précaires en général dans le monde de la culture ? Ça rejoint ce qu'on disait au début sur le fait qu'on n'arrivait que à se retrouver sur des moments de lutte. Là, ce qui est intéressant avec la CIP, c'est qu'on peut aussi essayer de travailler des sujets de fond qui sont parfois des détails. Mais par exemple, un truc qui paraît tout bête, mais notre accessibilité à la médecine du travail. En fait, il y avait personne qui avait sa médecine du travail à jour, parce qu'on change d'employeur tout le temps. Donc, quel employeur va prendre en charge notre accès à la médecine du travail, d'autant qu'on est quand même dans une ville où, de base, l'accès à la médecine de manière globale est quand même assez compliqué. Donc là, il faut qu'on demande à nos employeurs de se mettre d'accord pour nous dire, trouvez-nous un médecin pour qu'on puisse avoir une médecine du travail à jour. Ça, par exemple, c'est un des tout premiers trucs qu'on a fait en créant cet asso-là, parce que, un peu en réaction, personne avait ces trucs à jour, et c'était des intermittents qui eux-mêmes, dans leur coin, prenaient sur leur temps perso pour aller individuellement trouver un médecin, prévenir un maximum de collègues, mais du coup on en loupe toujours parce que on connaît pas tout le monde, parce qu'on travaille pas forcément dans les mêmes structures, et même si d'extérieur c'est vrai que la culture ça paraît être un gros bloc comme ça, les gens qui travaillent au théâtre, parfois il y en a certains qui croisent jamais les équipes de ceux qui vont travailler dans les SMAC ou à la télé, donc il nous fallait vraiment cet espace-là pour travailler des sujets de fond comme ça qui sont comme la médecine du travail ou l'accessibilité à la formation par exemple qui peut être assez compliqué parfois, parce que même pour nos directeurs techniques, de savoir qui sait faire quoi spécifiquement, qui est formé à quoi, c'est pas forcément très clair même pour eux. Donc on avait un peu cette première mission-là, et puis la deuxième, ça va être d'essayer de faire appliquer nos droits à nos employeurs quand ils s'y refusent, ou quand ça se passe pas très bien, et puis ça nous permet d'être au courant de comment ça se passe un peu dans tous les lieux du bassin havrais, de l'agglomération, parce que là on pense beaucoup au Havre en tant que tel, mais il y a des salles un peu tout autour qui embauchent des intermittents qui vivent, donc qui travaillent dans ce bassin havrais, mais il y a ne serait-ce que pour les salles de spectacle, on a des gens dans la CIP qui travaillent, je sais pas, au Sirocco par exemple. Il y a d'autres salles qui sont pas au Havre même, mais qui embauchent des intermittents. Ouais, puis il y a quelque chose d'important aussi qu'on essaye de faire, c'est, en fait, il y a des employeurs, même certains intermittents, et puis le tout public qui ne sait pas réellement comment ça marche, l'intermittence, et en plus qui ne connaît pas forcément le code du travail, nos droits, parce qu'il y a quand même beaucoup de spécificités justement avec l'intermittence, et déjà nous, effectivement, on a du mal à s'y retrouver, mais du coup, les autres aussi, et ça devient problématique quand c'est un employeur. Et ça, malheureusement, ça arrive quand même souvent. Voilà. Et du coup, ça nous permet déjà de plus facilement faire remonter ce genre de problèmes, parce que c'est pas forcément des conflits. Des fois, c'est juste soit des incompréhensions, soit des gens qui ne connaissent tout simplement pas la loi. Et par contre, s'il y a un conflit, ça nous permet aussi de le faire remonter et de faire bloc, parce que il peut y avoir un intermittent ou une intermittente qui va travailler tout seul sur un chantier un jour, et même assez souvent pour le même employeur, avec récurrence, mais qui rencontre un problème. Et du coup, une seule personne, sans syndicat, sans rien, pour pouvoir se battre, et puis avoir gain de cause ou non d'ailleurs, mais elle a besoin de poids, et c'est ce qu'on essaye de donner. Et du coup, on y travaille. C'est pas facile, parce que c'est pareil, vu qu'on n'a jamais les mêmes horaires, jamais les mêmes employeurs. Du coup, pour se réunir, être d'accord, connaître les problèmes des uns et des autres, c'est pas facile. Mais déjà, rien que de vouloir le faire et de s'organiser ça nous a permis de 3 avancées. Et ça nous permet de mieux connaître, comme disait Vassili, les spécificités du bassin havrais, même normand, de l'embauche des intermittents dans la culture.
Et depuis la mise en place de votre association en 2023, est-ce que vous avez pu constater des évolutions notables dans la situation des intermittentes, en termes de conditions de travail, de rémunération, même d'accès aux droits ? Des améliorations notables au niveau... c'est compliqué parce qu'au niveau... ça dépend si c'est au niveau national ou au niveau local. Parce qu'on est quand même dans un secteur qui est très fragilisé aujourd'hui. Je pense qu'on ne s'en rend pas encore bien compte là, parce que les coupes budgétaires qui ont eu lieu dans pas mal de régions je pense que nous, on n'est pas encore vraiment impactés. On va les sentir que peut-être à partir de l'année prochaine, parce qu'on va avoir moins de création, moins de diffusion de spectacles. Donc par extension, on va avoir moins de travail. Après, nous au niveau local, on essaye de défendre un peu ce qu'on a là dans les choses qu'on a gagnées entre guillemets. On parlait de la médecine du travail, on a eu tous accès à la médecine du travail. Il y a un de nos employeurs qui a joué le jeu de faire venir des professionnels pour qu'on puisse avoir une médecine du travail à jour et qu'on ait le droit de travailler en fait. Donc ça c'est des choses toutes simples, mais on n'est pas forcément encore on n'a pas de mouvement très... Après, avec la médecine du travail, il y a eu justement le fait qu'en les sollicitant tous dans le même mail et en gros en remuant un peu cette affaire, on les a fait sans parler entre eux, parce que c'est un sujet dont ils ne parlaient pas entre eux. En fait, c'était un sujet dans chaque endroit. Les employeurs, c'est ça ? Les employeurs, oui, pardon. Et du coup, entre eux, ils n'en parlaient pas. Effectivement, il y en a un qui a pris en charge cette année cette obligation des employeurs qui est de nous donner un accès à la médecine du travail. Et du coup, c'est après s'être concerté entre eux, après avoir essayé de trouver des solutions, et déjà, rien que ça, c'est déjà bien. C'est déjà... c'est pas souvent que... les gens se réunissent sur notre condition. Vassili, tu parlais des coupes budgétaires. C'est vrai que c'est un sujet dans la culture. Baisse de subventions, remise aussi en cause des statuts des intermittents, montée des extrêmes politiques. Faut qu'on en parle. Comment est-ce que vous percevez cette évolution ? Et est-ce que c'est une menace réelle pour vous ? Et c'est pour ça aussi que l'association a un véritable rôle au Havre, mais dans le bassin normand. La montée de la droite et surtout des extrêmes droites, de tout obscurantisme n'a jamais fait de bien à la culture, ça c'est sûr. Du coup, on va pas répéter ce qui se passe actuellement, et puis politiquement le paysage français et mondial, mais du coup effectivement oui, ça sent jamais très bon pour nos secteurs, c'est sûr. Et effectivement, avec des questions financières assez complexes, que ça soit effectivement, en tout cas politiquement et financièrement compliqué, ça devient réellement compliqué, ouais. Et puis on a un régime qui plaît pas de toute façon aux libéraux, qu'ils soient d'extrême droite ou juste de droite. On a un régime qui plaît pas à l'idéologie libérale, parce que on a un régime qui s'approche le plus possible, le plus actuellement dans les choses qui existent, d'un revenu continu et d'un salaire qui vient en dehors du cadre de l'emploi. C'est-à-dire que un metteur en scène qui est intermittent du spectacle, quand il travaille pas pour un employeur, qui n'est pas salarié et qui touche son allocation chômage et qui passe sa journée à aller, je sais pas, à la bibliothèque chercher des bouquins pour son prochain spectacle, il bosse en fait. Donc il touche un salaire, mais ce qui n'est pas couvert par le cadre de l'emploi, il n'est pas assujetti à un employeur. Et ça, de toute manière, ce régime-là, il pose cette question-là du salaire continu, intrinsèquement. C'est pour ça d'ailleurs que les coordinations d'intermittents et de précaires, quand elles sont... Il y a de temps en temps une coordination nationale qui se réunit, c'est très très rare, mais ça arrive. Et en règle générale, le sujet de la coordination nationale, c'est ce qu'ils appellent le NHT 0, c'est en fait le nombre d'heures travaillées 0, et lutte pour un salaire continu sur l'année, peu importe le nombre d'heures de travail, etc., pour... pas uniquement les travailleurs de la culture, mais c'est
En tout cas, c'est ce qui s'y apparente le plus actuellement, le régime d'intermittence. Donc je pense que de toute façon, notre régime, il est constamment menacé, il l'a toujours été. On parlait de 2003 tout à l'heure. 2003, c'est une réforme en fait où on a commencé à créer une différence entre les artistes et les techniciens, c'est-à-dire que les artistes devaient cotiser un peu moins de mémoire que les techniciens. Ça, il y a eu une lutte qui a duré 13 ans jusqu'en 2016 et on est revenu à un régime avec ce qu'on appelle une date anniversaire. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où on touche notre régime, on a 1 an pour le renouveler et non pas 1 an sur une année civile. Enfin voilà, ils essayent toujours un peu de le casser par des biais. En 2016, on avait eu un petit peu un retour plutôt positif pour nous d'équité entre les techniciens et les artistes et une facilité de conservation de notre régime. Mais oui, fondamentalement, il est toujours un peu attaqué. Là, on a été sauvé par les JO concrètement, parce que Gabriel Attal avait prévu une réforme de l'assurance chômage qui n'a pas eu lieu. Et en fait, on se rend pas compte, mais sur les Jeux Olympiques, c'est énormément de travailleurs intermittents qu'on bossait, ne serait-ce que pour, on parlait télé, on parlait radio, on parlait spectacle, etc. Tout ça, il y a des intermittents derrière tous les projets qui sont installés pour les spectacles et que ça joue. Donc je pense qu'on a été un peu sauvé grâce à ça, ce qui voulait pas d'un mouvement de grève généralisé en plein milieu des Jeux Olympiques. Maintenant, on ne sait pas encore exactement à quelle sauce on va être mangé dans les années à venir. Ce qui est un peu terrible, c'est ce qu'on disait, c'est que c'est un régime qui est pas déficitaire, qui profite énormément qui profite aux employeurs autant qu'à nous, parce qu'on est moins cher que des boîtes de prestations, parce que il y a plein d'avantages à travailler avec des intermittents. Mais en tout cas, c'est vrai que peu importe le bord politique, à partir du moment où on a face à nous des gens qui sont des défenseurs d'une économie libérale, par essence, on leur déplaît, parce que c'est pas leur mode de fonctionnement, quoi. Et puis ce qui est bizarre, c'est que en fait, il y a rien de plus libéral que l'intermittent. Enfin, c'est la seule chose qui je pense les emmerde, c'est le fait que ça soit du libéralisme mais solidaire au final et qui serait plutôt de gauche, mais en fait c'est du libéralisme qui marche très bien en fait. Il y a rien de plus concurrentiel que le milieu de l'intermittence. Il y a rien, c'est ultra capitaliste, ultra libéral comme fonctionnement, mais c'est à la fois solidaire et c'est pour ça que c'est très particulier. Mais du coup, eux, s'ils pouvaient juste garder le côté ultra libéral, mais faire en sorte qu'on ait en gros à répondre de quelque chose devant soit une administration financière, soit des chefs, soit tout ce que ces gens-là aiment bien. Du coup, ils le feraient. Le problème là-dedans, c'est la liberté, en fait. C'est le fait de choisir, entre guillemets, quand est-ce qu'on travaille, comment on travaille, de quelle manière. Pour qui on travaille aussi. Pour qui on travaille. C'est vrai que en fait, l'intermittence donne aussi du pouvoir aux salariés parce que, justement, il peut décider, en fait, de ne plus travailler pour cet employeur. Il n'y a pas d'histoire de... je saurais pas comment expliquer, mais en fait, c'est une certaine protection aussi d'être intermittent face à un employeur parce que il a beaucoup moins de poids sur nous parce que il n'est pas le seul à nous employer, parce que il n'est pas... Justement... En fait, effectivement, ce qu'on avait comme problème, c'est que les intermittents étaient effectivement un peu esselés, avec une difficulté à se regrouper, mais les employeurs aussi, entre eux, même s'ils le font, ils se regroupent et tout, ils ont du mal à avoir du poids sur les intermittents parce que, tout simplement, le statut fait qu'ils n'ont pas de poids sur nous. Et c'est aussi ça qu'ils n'aiment pas trop. C'est différent. Je pense que c'est ça aussi. Comment est-ce qu'on peut rejoindre l'association si on est intéressé, si on a des questions? Il y a une cotisation, je crois que c'est à partir de 1 €. Est-ce que vous pouvez m'expliquer si là on entend ce message, on est intéressé, on a des questions, comment est-ce qu'on peut vous contacter? Alors on a une super adresse mail, on est hyper moderne, donc on n'a aucun réseau social. On a une adresse mail, c'est cip.autonome.avrez@gmail.com, donc on peut nous écrire par ce biais-là. On commence à quand même avoir des adhérents un petit peu partout et la plupart de nos collègues sont au courant de notre existence, donc
Donc si vous allez dans les salles de spectacle du territoire havrais, normalement vous devriez soit tomber sur nos petits flyers avec notre adresse mail, soit voilà. Et on se réunit une fois par mois, on essaye de changer de lieu à chaque fois, on essaye d'aller toujours donc toujours chez nos employeurs, mais jamais chez le même, que ça repose pas en fait sur une équipe ou sur une salle. Donc on essaye puis ça nous permet aussi de rencontrer d'autres permanents, de toucher d'autres gens, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être venir uniquement quand on vient là dans les lieux où ils travaillent le plus. Donc voilà, on essaye de changer un peu toujours de lieu de rendez-vous et de se réunir au moins une fois par mois. Et puis de discuter de nos conditions de travail. On a une adhésion en effet qui est à 1 € minimum, mais c'est plus par plus par principe associatif, mais voilà, on n'est pas obligé d'être adhérent pour venir aux réunions. On peut venir assister aux réunions, voir ce qui s'y passe, ou parce que je sais pas, par exemple, je sais que là par exemple il y a le SEM qui est à côté, il y a des étudiants qui vont devenir intermittents dans les prochains mois, enfin en tout cas qui vont essayer de faire leurs heures. Et peut-être que ils ont des questions sur le fonctionnement, sur plein de trucs, et c'est aussi notre rôle d'essayer d'expliquer comment ça fonctionne, et d'être solidaires les uns des autres, et puis d'être conscient aussi des problèmes qu'on peut rencontrer avec certains employeurs, ou des problèmes qu'on rencontre pas du tout avec d'autres employeurs, mais de savoir un petit peu où on met les pieds, c'est important. Et parce que comme Ilioc le disait, on peut refuser de travailler pour certaines personnes quand c'est dans des conditions qu'on n'a pas envie d'accepter, et ça se fait pas tout seul, parce que si on partait de baisser tout seul, on se grille et ça n'a pas de sens. C'est des choses qui se font collectivement. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on peut discuter nous pendant nos réunions. Donc on se réunit par exemple demain à 18h à l'alvéole 15 du Fort de Tourneville. Donc voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés, vous pouvez déjà venir nous voir demain à 18h. Et puis je noterai directement l'adresse mail, vous pouvez la retrouver sur le site de Westrack à la fin de cette émission, dans la fiche podcast, comme ça si vous avez des questions. Et donc notez bien ce rendez-vous demain à 18h. Merci beaucoup à vous deux pour votre présence ce soir. C'est la fin de cette émission, il est 18h02, on va se quitter. Je vous donne rendez-vous demain pour le dernier Magal West de la semaine. Et demain on parlera du festival Déviation au Volcan, alors restez bien au rendez-vous. Et on se quitte en musique, direction les États-Unis avec Ginger Riot, et le titre s'appelle No Problem. Je souhaite donc une soirée sans problème sur Westrack. Go get what you want. Get lost in your thoughts, just trying to prove what's with you now and again. Times I've tried to bow and then the floor and the fake with the sunlight fading. How can you say this is not for debating?
when you say that you got no